Bonsoir à tous. Alors tout d'abord un point quand même sur ce qui s'est passé en 2020. C'est vrai qu'on a eu un krach boursier, hein, disons-le clairement en mars, suivi, d'un très fort rebond. Globalement, si on regarde, à la fin de l'année 2020, on constate que, on a un marché qui est, écartelé, je dirais. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez, les actions américaines qui finissent, dans le vert, avec un Nasdaq qui finit carrément à plus de 40 de performance, sur l'année, puisqu'on avait, très clairement les gagnants du Covid, hein, c'est-à-dire toute la digitalisation de l'économie qui était concentrée sur le Nasdaq. L'Europe, elle, finit, plutôt dans le rouge, mais quasiment proche de zéro, sauf le CAC 40 qui lui finit à -7. Et en fait, à l'intérieur de ces indices, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez eu les gagnants du Covid d'un côté et les perdants du Covid. Qui sont les gagnants du Covid? Eh bien, c'est la digitalisation de l'économie. Clairement, c'est aussi la santé. Donc ça, ce sont des secteurs qui ont monté sur l'année. À l'inverse, vous avez tous les secteurs qu'on appelle value ou cycliques. Alors c'est quoi? Les cycliques, ce sont des sociétés dont les bénéfices dépendent énormément du cycle économique. Ça veut dire que quand le cycle économique monte, elles font de très beaux bénéfices. Quand le cycle économique baisse, elles font de mauvais bénéfices, voire elles sont en perte. Ça va être quoi? Ça va être l'automobile, le transport. Alors, le transport, c'est sûr que si là on va dans les avions ou dans le tourisme, là, bon, effectivement, ça a été une très mauvaise année boursière. Mais la finance aussi, tout ce qui était les banques ont fait une très mauvaise année, l'énergie a fait une très mauvaise année. Donc ce sont des secteurs cycliques, des secteurs dits value, c'est-à-dire des sociétés délaissées par les marchés et décotées. Donc à l'inverse, je vous l'ai dit, digitalisation de l'économie, mais pas que. Vous avez aussi tout ce qui est consommation de base, c'est-à-dire qui est le secteur dit croissance défensive. C'est quoi? Ce sont des sociétés dont la croissance des bénéfices est supérieure à la moyenne du marché. Alors sur la consommation de base, on parle de quoi? On parle de Nestlé, L'Oréal, Unilever, Danone. Donc c'est pas non plus de la technologie, c'est pas des sociétés qui font du plus 20, plus 30 en bénéfices et en chiffre d'affaires, mais des sociétés qui croissent de 5, 6, 7% tous les ans, et ça c'est quand même de la croissance. Mais ces sociétés, on le verra plus tard, sont un petit peu chères maintenant. Alors, on va essayer de voir pourquoi est-ce que c'est monté autant. Eh bien, déjà, vous le voyez, là, c'est la crise sanitaire, c'est un petit peu des graphiques sur la crise sanitaire. Vous voyez que là, bah, le trend, la tendance haussière est cassée en ce moment sur le nombre de nouveaux cas au coronavirus. Mais ce qui compte, en fait, c'est le graphique que j'ai mis en bas. Ce graphique en bas, il vous dit quoi? Il vous dit que fin mars, mi-avril, on devrait avoir vacciné 20 à 30 de la population. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des ratés. C'est vrai. Mais si vous regardez au niveau mondial, regardez les États-Unis, regardez le Royaume-Uni, je ne parle pas de petits pays comme l'Israël ou les Émirats arabes unis, où là on est déjà à 30 de la population vaccinée, mais on devrait effectivement être sur ces chiffres-là, c'est-à-dire 20 à 30 de la population vaccinée, et 20 à 30 ce sont les personnes dites à problème et avec comorbidité, les gens depuis 75 ans, et donc qui, comment dire, qui c'est pas poser des problèmes que je veux dire, mais c'est eux qui globalement vont à l'hôpital et sont en réanimation. À partir du moment où ces gens-là seront vaccinés, on aura déjà beaucoup moins de problèmes et on pourra avoir une réouverture des économies. Donc c'est une première raison pourquoi le marché a rebondi fortement. Deuxième raison, alors je vous ai pas mis de graphe parce que j'ai hésité, mais les graphiques sont assez complexes là-dessus, c'est qu'on a eu des plans de relance qui ont été stratosphériques. N'ayons pas peur des mots. Je vous donne un exemple. Le plan américain décidé par, on va dire, un peu Trump et Biden, c'est 1900 milliards de dollars, c'est 10% du PIB. Et on fait des chèques aux Américains, on fait directement des chèques aux Américains. Les banques centrales n'y sont pas non plus allées de main morte. Elles ont fait autant en quelques mois qu'en 10 ans de crise des subprimes. Donc, vous savez, après la crise des subprimes, les banques centrales ont mis beaucoup d'argent dans le système. Et là, elles ont fait autant en quelques mois que sur 2009-2019. Donc, une réponse monétaire et budgétaire qui a été extrêmement importante. Et ça, bah, les marchés, les financiers aiment ça parce que bah, globalement, on a mis beaucoup d'argent dans le marché. On a mis beaucoup d'argent dans le marché et surtout, on a fait baisser les taux à zéro. Et des taux à zéro, bah, ça fait qu'il n'y a pas d'autre alternative à faire des actions. C'est-à-dire que vous êtes investisseur. Si je vous dis, bah, vous pouvez investir sur du sécuritaire,
mais le taux sans risque, c'est moins 0,50. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne prenez pas de risque, c'est moins 0,50. Bon, ok, alors allons investir sur des obligations de l'État français à 10 ans. On comprend un peu plus. Bah là, c'est moins 0,30. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur, il n'y a plus le choix. C'est-à-dire qu'il faut aller prendre du risque. Si on veut gagner, ne serait-ce qu'un peu. Aujourd'hui, gagner du 2 ou 3%, il faut prendre un peu de risque. Alors du risque maîtrisé, certes, mais c'est du risque. Donc tout ça a fait monter les actifs risqués. Troisième raison, bah, c'est qu'on a eu cette reprise, cette fameuse reprise en V. Regardez, ici, ce sont les indicateurs avancés de l'activité. Alors, c'est quoi les indicateurs avancés de l'activité? Donc, c'est la courbe en haut, c'est la courbe que vous voyez verte, et vous voyez en orange le PIB. Donc, vous voyez, ça, le point d'inflexion est quelques mois avant le PIB. Donc, nous, on regarde ça pour se dire, attendez, est-ce que le PIB va rebondir? Est-ce que le PIB va baisser? Pour comprendre ces indicateurs avancés, l'exemple que je donne tout le temps, et je pense que j'ai donné l'exemple la dernière fois que j'étais ici, c'est l'immobilier. C'est quoi l'activité dans le neuf, dans l'immobilier neuf? Bah, ce sont les ventes de logements neufs. Mais est-ce qu'on n'aurait pas des indicateurs qui seraient en amont, qui nous diraient, tiens, il se passe quelque chose sur l'immobilier? Bah oui, en amont, vous avez les mises en chantier et encore en amont, les permis de construire. Et donc, si on a une hausse des permis de construire, il y aura une hausse des mises en chantier et in fine, il y aura une hausse des ventes de maisons, sauf à ce que les promoteurs se soient plantés. Mais qui est le mieux placé pour dire l'immobilier va monter ou baisser? C'est quand même les promoteurs. Parce que eux, s'ils se trompent, ils mettent en faillite leur société. Mais en fait, vous avez la même chose au niveau de l'économie avec les carnets de commandes. Par exemple, le carnet de commandes, ce n'est pas à proprement parler de l'activité, ce n'est pas du chiffre d'affaires, mais c'est du chiffre d'affaires futur. Eh bien, on compile tout ça. Et là, vous avez les indicateurs avancés. Là, c'est spécifiquement ce que je vous montre, c'est la confiance des entreprises. Elle est remontée fortement. On a eu une reprise en V. Alors, le problème, c'est qu'on est remonté à 95%, grosso modo, du niveau de 2019. Ça veut quand même dire une récession de moins 5%. C'est une grosse récession. Mais c'est un élément positif. Maintenant, il y a vraiment deux facteurs que je voudrais mettre en exergue pour 2021. Premièrement, la confiance du consommateur. La confiance du consommateur, elle est ultra importante. Ici, vous avez la confiance du consommateur en Europe. On s'en fiche de l'ordonnée, c'est-à-dire on s'en fiche de connaître les, comment dire, les niveaux d'indice. Ce qui compte, c'est la tendance. Et vous voyez qu'on a une tendance qui était plutôt à la baisse depuis 2018, qui s'est fortement effondrée avec le coronavirus, mais qui n'est pas vraiment remonté. Et puis, on est redescendu. Bah, pourquoi? Parce qu'on est reconfiné. Puis, parlez autour de vous, vous voyez bien que tout le monde n'a pas le moral quand même. On a du mal à voir la fin de ce confinement. Donc, c'est compliqué. Regardez aux États-Unis, c'est pire. Aux États-Unis, alors, en revanche, on était sur des niveaux très élevés jusqu'en 2019. Et puis, ça s'est effondré. Ça n'est pas vraiment revenu. Pourquoi? Bah, parce que c'est vrai qu'on a cette problématique du coronavirus, ce confinement qui est là. Et puis, cerise sur le gâteau, on va dire que notre ami Donald Trump, sur la fin de règne, ça a été quand même compliqué. Et puis, je mets encore en plus des tensions raciales qui sont exacerbées depuis quelques mois. Donc, on n'a pas je dirais, une confiance au beau fixe. Pourquoi c'est important la confiance du consommateur? Parce que regardez ce graphique. Ce graphique, c'est le montant d'épargne qui a été accumulé par les ménages américains. Alors, bien entendu, il y a une épargne accumulée toujours. Hein. Le taux d'épargne est à peu près de 5 à 6% aux États-Unis. Donc, il y en aurait eu, mais regardez l'accélération qu'il y a eu à partir de mars-avril. Et vous avez la même chose en Europe. On a une épargne qui est impressionnante. On a un bas de laine de plusieurs centaines de milliards de dollars. Les gens ont été laissés chez eux, mais n'ont pas perdu leur emploi. Et en parallèle, ils n'ont pas pu consommer. Donc, on a un bas de laine. Or, un consommateur ne consomme pas s'il n'est pas heureux, s'il n'est pas confiant. Vous n'allez pas acheter une voiture si vous pensez que dans 6 mois, 1 an, votre emploi est en risque. Vous n'allez pas acheter du gros électroménager si, pareil, vous pensez que votre bonus, il n'y en aura pas. Demandez aux gens d'Airbus dans la région de Toulouse, le bonus cette année, ça va être compliqué. Or, c'était une partie substantielle de leur revenu pour les cadres. Donc ça, c'est très important. Vous allez voir que dans les mois à venir, nos dirigeants vont nous dire qu'il faut avoir confiance, qu'il faut ressortir, qu'il faut consommer, parce qu'il faut consommer ce bas de laine. Il faut, pour qu'on ait ce rebond économique que tout le monde attend, rebond économique fort. Hein. On attend quand même plus 6% en 2021, alors que 2021, janvier, février, mars vont pas être très très bons. Donc, il y a un rebond économique fort à attendre. Donc, on regarde comme le lait sur le feu la confiance du consommateur.
Deuxième, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Si vous voulez que je revienne sur la confiance du consommateur, sur pourquoi, comment, n'hésitez pas, je vois vos questions. Deuxième élément qu'on regarde de très très près, c'est l'inflation. Alors l'inflation, pour l'instant, il n'y en a pas. Regardez, on est actuellement en déflation en Europe. Il n'y a pas d'inflation. Parce qu'en Europe, il y a des caractères, des paramètres conjoncturels, le Covid, mais des paramètres structurels, le vieillissement de la population, qui font qu'on n'a pas ou peu d'inflation. Aux États-Unis, c'est autre chose. Alors déjà, je vous explique, hein, il y a deux courbes. Il y a une courbe bleue qui est l'inflation totale et il y a une courbe rouge qui est l'inflation hors alimentation et énergie. C'est-à-dire qu'on enlève l'alimentation et énergie parce que ce sont des facteurs mondiaux qui dépendent des marchés internationaux et pas du pays. Donc on veut regarder en fait, quand on regarde la courbe rouge, c'est se dire, je veux voir s'il y a une surchauffe dans mon économie. Est-ce qu'il y a un problème qui est inhérent à mon économie? Or, l'alimentation et l'énergie ne dépendent pas de mon économie. Donc aux États-Unis, vous voyez qu'on est déjà rebondi assez rapidement sur l'inflation et que l'inflation hors alimentation et énergie n'est pas si basse que ça. Et on pense qu'il y a des choses qui ont vraiment changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a beaucoup de gérants, enfin, les gérants ont des avis très différents sur l'inflation. Vous avez une partie qui vous dit, mais attendez, regardez, depuis 2009, on a mis de l'argent sur la table, il n'y a jamais eu d'inflation. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Et d'autres, dont on fait partie, qui disent, attention, cette fois-ci, le plan de 1900 milliards de Biden, il y a de l'argent qui est directement donné aux Américains, ils reçoivent un chèque quand même. On a maintenant de l'argent qui est non plus mis dans les marchés financiers, mais qui est mis sur l'économie réelle. Donc ça va avoir un vrai changement. De plus, dans le programme de Biden, alors je parle beaucoup des États-Unis, mais c'est le marché leader, hein, c'est eux qui vont donner le là sur les taux, qui dit on veut un salaire minimum, on veut un salaire minimum à 15 $ de l'heure. Donc ça, c'est un changement aux États-Unis. Tout ça est inflationniste. De plus, la démondialisation qu'on a en cours, c'est-à-dire qu'à la marge, il y a des entreprises qui reviennent, à la marge, il y a des entreprises qui devaient délocaliser, qui ne délocalisent plus. Ça crée aussi de l'inflation. Et l'inflation, eh bien, ça pourrait entraîner une hausse des taux. Pour l'instant, les banques centrales nous ont dit, pop, pop, on est là, on va maintenir les taux bas. Donc, les banques centrales achètent des tombereaux d'obligations pour maintenir les taux bas. Parce que si j'achète des obligations, leur prix monte, donc le rendement baisse. Bref, c'est la mécanique classique. Retenez juste que les banques centrales font en sorte de maintenir les taux très bas. Mais si à un moment donné, l'inflation monte trop, mettez-vous à la place d'un investisseur. Vous pouvez investir à 0 et vous avez une inflation à 3 ou 4. À un moment donné, c'est plus possible. Et donc, les taux pourraient remonter. Si les taux remontent, là, on va avoir un souci sur le marché. C'est-à-dire que les niveaux de valorisation sur lesquels on est actuellement ne pourront pas tenir si les taux remontent. Donc, qu'on soit clair, aujourd'hui, les taux ne remontent pas, hein. Je ne suis pas en train de vous dire ça va arriver demain. Mais en tous les cas, je suis en train de vous dire voilà les deux facteurs qu'on regarde de très près chez EOS Allocation pour monitorer les allocations d'actifs qu'on fait pour Montaigne Patrimoine. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc ça, c'est le graphique, vous en avez peut-être, vous l'avez vu la dernière fois pour ceux qui étaient là. On regarde les pays émergents, la zone euro et les États-Unis en fonction de la tendance à venir de la croissance et de l'inflation. En ce moment, on est sur une tendance où la croissance monte. On part d'un niveau très bas, certes, mais la croissance monte. Et l'inflation, elle a plutôt tendance à baisser, sauf aux États-Unis où on est en train de déplacer le curseur de plus en plus à droite. Mais globalement, la macro, elle vous dit achetons des actifs risqués. Actions cycliques, matières premières, immobilier. Ça, ce sont des actifs risqués. Donc, jusqu'ici, tout va bien. On peut acheter des actifs risqués. Sauf que arrive le trouble fait, la valorisation. La valorisation, alors souvenez-vous, je vous avais parlé la dernière fois du PE. Bon, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails, mais sinon, si vous ne voulez pas rentrer dans les détails techniques, plus c'est haut, plus c'est cher, plus c'est bas, moins c'est cher, globalement. Et on regarde par rapport à la moyenne. Ce que vous constatez, c'est qu'on est au plus cher depuis 20 ans. Alors, certes, on attend un fort rebond des résultats, donc ce chiffre, ne serait-ce que par le rebond des résultats, devrait baisser, mais quand même, c'est cher. Mais les taux sont à zéro. Or, ça, c'est le PE. Le PE, c'est le prix divisé par les bénéfices futurs. Mais il y a un deuxième niveau de valorisation qu'on appelle la prime de risque. C'est je regarde combien je peux gagner sur les actions. Donc, a priori, vu ce graphe, moins que d'habitude, puisque c'est cher.
et je le compare par rapport à ce que je peux gagner sur les obligations. Ah, là, c'est en négatif. C'est-à-dire que concrètement, sur les obligations, je vais gagner 0, voire du négatif. Et donc, la prime de risque, elle vous dit, ben, finalement, c'est un bon moment pour acheter des actions parce que les taux sont à 0. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, tant que les taux ne remontent pas de problème. Si les taux remontent, attention. Et puis, quand je vous parle du marché en général, quelque part, je dis une bêtise parce que le marché est cher, certes, mais en fait, il n'y a pas un marché, il y a deux marchés. Il y a un marché de ce qui est très cher. Vous l'avez compris, ici, vous voyez en rouge les actions mondiales de type croissance. En bleu, les actions mondiales de type value. Vous vous souvenez, donc croissance, c'est technologie, consommation de base, et le value, c'est ce qui est cyclique financière. Eh bien, globalement, ce que ça vous montre, c'est que depuis quasiment, enfin plus de 10 ans même, le style croissance fait des performances stratosphériques et devient très, très cher. Et le style value devient de moins en moins cher. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un marché qui peut sembler cher, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas si chères que ça. Regardez un graphique qui va être encore plus parlant, même si je veux éviter de faire du pari match. Regardez ici, on a comparé le Nasdaq par rapport au Russell 2000. C'est quoi le Russell 2000? C'est des petites capitalisations américaines. Donc ça, c'est du large cap, c'est des très très grandes capitalisations. C'est les GAFA, par exemple. Et je compare par rapport aux plus petites capitalisations. Bah, vous voyez que là, quand vous voyez le graphe, je ne commente même pas. Enfin, c'est très clair. Et quand je regarde le style croissance, essentiellement aux États-Unis, la technologie par rapport au style value, on est dans des aberrations de marché bien au-delà de ce qu'on a connu en 2000. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les marchés financiers en 99. Je peux vous dire quand même qu'en 2000, on a fait des grosses bêtises. On est allé très loin. Ben là, on est allé encore plus loin. La grosse différence quand même, c'est qu'on avait des entreprises qui n'étaient pas rentables en 2000, alors que maintenant, on a des entreprises rentables. Des Amazon, même Tesla est rentable. Bon, Tesla, ça capitalise juste 1200 années de bénéfices. Ça semble un peu cher, mais c'est rentable. Donc voilà, donc attention au retournement. De plus, sur les GAFA, il y a de plus en plus de procédures antitrust. Vous voyez, donc il y a une pression de plus en plus sur les GAFA. Un grand gérant me disait le mois dernier, je suis assez d'accord, les années 2010-2020, ça a été la décennie de la technologie américaine, la décennie des GAFA. Eh bien, la décennie qui vient pourrait être la décennie de l'environnement, tant les planètes sont alignées pour l'environnement. On a les États-Unis maintenant qui sont complètement pro-environnement et de plus, d'autant plus, non pas avec l'élection de Biden, mais avec la victoire au Sénat qui lui laisse les mains libres pour aller faire de l'environnement. Également, on a l'Europe qui a fait un plan de relance vert et enfin la Chine qui veut une décarbonisation de son économie à horizon 2060. Donc, oui, ça serait pas idiot et vous le verrez dans nos conclusions, on y croit aussi. Alors, Pour qu'est-ce qui nous laisser change? Pierre respirer, juste pour laisser Pierre respirer, si on prend le S&P 500 qui a une performance positive sur l'année 2020 et qu'on enlève 5 valeurs, les GAFAM, on se rend compte que la performance n'est plus du tout la même. Et on est quasiment négatif sur le S&P 500 quand on enlève 5 valeurs, enfin exactement 7. Mais il y a une vraie différence, en tout cas, de performance entre les GAFAM, qui ont des performances encore très fortes sur 2020, et le reste de la cote. Tout à fait. Et on commence à être sur des valorisations. Les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ont quasiment tous des valorisations proches ou dépassant même largement 1000 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que sur la valorisation des actions mondiales, 5 sociétés ont un poids qui est énorme, énorme. Et je ne parle pas des actions américaines, je parle des actions mondiales. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Alors, où est-ce qu'on trouve de l'intérêt? On trouve de l'intérêt, par exemple, sur les petites et très petites capitalisations européennes. Regardez, ça, c'est les flux sur le PEA-PME. Donc, PEA-PME, c'est le PEA qui est spécifique pour les petites capitalisations. Eh bien, vous voyez que les flux reviennent. Or, ces marchés sont extrêmement liés aux flux. Et donc, on pense que ça va continuer et on pense qu'on va avoir une bonne année sur les petites capitalisations. De plus, les petites capitalisations, quand est-ce que ça marche? Ça marche en reprise économique, exactement là où on en est. Après, attention, hein, si le marché baisse, ça baissera. C'est même, comment dire, ce sont une typologie d'actions qui, si le marché craque de 30%, elles vont baisser de 40 à 50.
Par contre, dans un environnement où il ne se passe pas grand-chose et on est en reprise économique, ça peut être une surperformance qui peut être très forte. Donc, vous allez retrouver ça, par exemple, chez nous, sur des profils plutôt équilibre à dynamique, et on n'en aura pas ou très peu dans des profils prudents, ce qui est logique. Également, on trouve que l'or et les mines d'or ont de l'intérêt. Alors, pour l'instant, ça baisse, mais c'est logique. Alors, l'or et les mines d'or, ici, regardez, je vous ai mis les taux d'intérêt réels en rouge en échelle inversée. Plus ça monte, plus ils sont négatifs. C'est quoi les taux d'intérêt réels? C'est le taux moins l'inflation. Donc typiquement, aux États-Unis, on a aujourd'hui un taux 10 ans à 1% et on a une inflation à 2. Ça veut dire un taux d'intérêt réel à moins 1. Si les banques centrales maintiennent les taux bas et que l'inflation monte, comme c'était un des scénarios que je vous ai proposé, eh bien là, l'or et les mines d'or devraient exploser à la hausse. Mais on ne l'a pas en portefeuille uniquement pour des raisons, je dirais, de performance dans l'absolu. Ça a aussi une incidence sur une diversification de portefeuille. En général, l'or et les mines d'or se comportent bien quand les marchés baissent. Donc, on pourrait tout à fait se retrouver à la fin de l'année avec la position mine d'or à moins 20% et on serait content. Vous allez me dire, il est fou. Non, parce que ça veut dire que si les mines d'or sont à moins 20, tout le reste de votre portefeuille sera à plus 20. Et au final, vous aurez une bonne performance. Vous me direz à la fin de l'année, ah ben oui, mais si on ne les avait pas eu, on serait peut-être à 21 ou 22. Certes, mais ce qui compte, c'est une diversification de portefeuille. Si dans votre portefeuille, à la fin de l'année, tout est dans le vert et tout a des très bonnes perfs, quelque part, ça veut dire que vous avez eu un peu de chance et que votre portefeuille il est mal diversifié parce qu'il faut dans un portefeuille que tout n'aille pas dans le même sens au même moment. Voilà. C'est Warren Buffett qui disait « Il vaut mieux avoir approximativement raison qu'avoir précisément tort ». Ça veut dire qu'il faut une bonne diversification de portefeuille. On n'aura pas tout sur les meilleures actions, on n'aura pas tout sur la meilleure catégorie, mais il vaut mieux être bien diversifié parce que si la meilleure catégorie, vous êtes trompé et qu'elle devient la mauvaise, là, vous allez faire des pertes très fortes. Le crédit maintenant. Alors, on ne se met pas sur les obligations souveraines, donc d'État, mais on va se mettre sur des obligations d'entreprise. Combien on peut gagner? Vous avez deux types d'obligations d'entreprise. On a ce qu'on appelle l'investment grade. C'est quoi? C'est les obligations de société avec une bonne solvabilité, voire une très bonne solvabilité. Et on a le high yield. High yield, c'est quoi? C'est haut rendement. Ah, c'est super, ça, haut rendement, tout le monde en veut. Eh oui, sauf qu'en finance, haut rendement égale haut risque. Là, on est sur des sociétés avec une solvabilité, on va dire médiocre, mais dans le sens médiocre, dans le sens du dictionnaire, hein, c'est-à-dire en dessous de la moyenne. Eh bien là, sur de l'investment grade, on gagne 0,2 avant les frais. Et sur le high yield, on garde 3,1 avant les frais. Mais sachez que les taux de défaut sont en train d'augmenter. Il va y avoir de la casse. Donc, nous, on trouve qu'on a eu été payé pour le risque de crédit. On trouve qu'on ne l'est plus. Pour nous, il y a deux choses qui sont intéressantes dans le risque de crédit aujourd'hui. C'est les obligations de banque, parce que ce n'est pas une crise bancaire. Or, sur des obligations subordonnées de banque, c'est-à-dire qu'on arrive en deuxième rang en cas de faillite, on obtient du 3% de rendement. Ça nous semble cohérent. Deuxièmement, sur les obligations, sur le crédit émergent. Le crédit émergent, bon, je vous passe les détails. Ce graphique, c'est plutôt pour les experts, mais aujourd'hui, sur du crédit émergent, en fonction de là où vous êtes, vous gagnez entre 5 et 8% de rendement. En plus, avec des fondamentaux meilleurs qu'en Europe. Parce que si, les fondamentaux, c'est quoi? C'est la dette divisée par les cash flows, globalement ce que je peux générer, on va dire les bénéfices pour simplifier. Les fondamentaux dans les émergents sont meilleurs. Vous allez me dire, attendez, meilleur rendement et meilleurs fondamentaux, c'est pas possible. Et vous avez raison, parce que le risque, si on a un plus fort rendement, c'est qu'on a un plus fort risque. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais en fait, le risque sur les émergents, c'est un risque de liquidité. C'est quand on se retire des émergents, là, même si les fondamentaux sont bons, tout plonge. Mais si vous n'avez pas peur de volatilité à court terme à cause du risque de liquidité, bah, c'est plutôt une bonne affaire actuellement. Et puis il y a un scénario dollar qui vient jouer aussi, puisque quand le dollar remonte, on retire des émergents, alors que là, aujourd'hui, quand on a quand même des anticipations de continuité d'une certaine faiblesse du dollar, si je ne me trompe. Tout à fait. Et effectivement, quand le dollar baisse, ça a plutôt tendance à être bon pour les émergents, que les émergents, en général, ont contracté de la dette en dollars. Et donc, quand le dollar baisse, il y a leur poids de leur dette qui diminue. Donc, ça, c'est bon pour eux. Puis, il y a d'autres facteurs aussi pour le dollar, parce que en général, quand le dollar baisse, ça veut dire que les matières premières montent et que les pays émergents sont en général des producteurs de matières premières. Bon,
Il y a tout un ensemble de choses qui fait que quand le dollar baisse, les émergents montent. On est plutôt sur une tendance baissière de dollars, même si depuis quelques jours, c'est très récent, hein, le dollar remonte un petit peu. On était allé à 1,22, 1,23 et là on est redescendu en 1,20 et peut-être qu'aujourd'hui on est même cassé 1,20. J'en suis pas sûr. Maintenant, le contrariant. Donc, on a fait la macro, la valo, et maintenant, on va voir un petit peu le contrariant. Donc, si je résume, la macro, elle me dit quoi? La macro me dit, c'est bon, on peut y aller. La valo me dit, c'est un peu cher, mais les taux sont à zéro, donc on peut y aller. Le contrariant, lui, il va me donner quand même quelques petits drapeaux rouges. Le contrariant, c'est, je veux pas aller, je veux pas faire ce que tout le monde est en train de faire. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui me disent, attention, regarde, il y a des choses qui sont en train de se passer sur le marché qui m'alertent. Alors ça, c'est un peu technique, mais c'est le nombre de produits dérivés d'achat. Donc, c'est ce qu'on appelle des calls qui sont sur le marché américain. Et vous voyez qu'on est au plus haut, mais vraiment très largement depuis 10 ans. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a un phénomène aux États-Unis avec des petits traders. Pourquoi petits? Parce qu'ils ont des sommes assez faibles. On est entre 500 et 2000 dollars. Et qui, en fait, comme ils ont entre 500 et 2000 dollars, ils vont jouer avec des effets de levier. Et ils jouent, en fait, si vous regardez, alors c'est Robinhood, c'est l'application. Donc, vous êtes avec votre portable et en fait, vous traitez sur les marchés financiers comme si vous jouiez à Candy Crush ou comme si vous étiez sur Unibet. C'est-à-dire que globalement, vous placez des paris. C'est tiens, si Tesla franchit 800 dollars, je gagne 5 dollars. Puis quand ça se passe, ben vous avez des petits feux d'artifice sur votre portable. C'est la gamification en fait du trading, si vous voulez. Et donc, on a des gens qui ne voient plus les risques qu'ils prennent. On a énormément de produits dérivés qui arrivent sur le marché et donc ça rend le marché un petit peu instable. Donc attention, encore une fois, j'ai commencé en 99. Je me rappelle ce qui se passait en 99-2000. Ça rappelle beaucoup ça. C'est notamment, Louis m'avait demandé de vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé sur GameStop. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc GameStop, c'est une action en fait qui était d'une société qui était en quasi faillite. Et c'était une des sociétés qui était le plus ce qu'on appelle shortée par le marché. C'est-à-dire que vous avez des hedge funds notamment, donc des fonds spéculatifs qui parient à la baisse sur certaines actions. Alors, le caractère éthique, philosophique, on pourrait en discuter pendant 2 heures. Ça amène quand même quelque chose au marché, ces gens-là, parce qu'ils accroissent, je dirais, la liquidité du marché et ils gèrent aussi des fondamentaux. Donc, quand ils pensent que l'entreprise ne va pas bien, ils disent bah non, le prix de l'action doit être plus bas. Et ces traders à la journée, sur des comptes type WhatsApp, en fait, c'est Reddit, mais sur des comptes des réseaux sociaux, on dit, bah, en fait, on va regarder les actions qui sont le plus massacrées par les hedge funds, qui sont le plus vendues à découvert par les hedge funds, et on va faire l'inverse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comment déjà on peut vendre à découvert. Je vais essayer de rendre ça le plus pédagogique possible. J'espère que vous ne serez pas trop perdu, mais pour vendre à découvert, c'est-à-dire pour parier sur la baisse, il faut vendre une action sans l'avoir achetée. Vous allez encore me dire, ils sont vraiment fous, c'est financier. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un marché du pré-emprunt de titres. C'est-à-dire que, admettons, AXA a du Peugeot. D'accord? AXA a du Peugeot sur son actif général. Et AXA veut garder Peugeot pour 10-15 ans. Vous avez Société Générale qui vient voir AXA et qui dit bah, est-ce que tes actions Peugeot, tu ne me les prêterais pas pour 3 mois? Bon, AXA connaît Société Générale, dit oui, mais j'ai quoi comme intérêt? Ah, ben, je te rémunère pour ça. Je te donne 1% pour les 3 mois. Très bien. Donc AXA prête Peugeot à Société Générale et Société Générale prend les actions et les vend. Elle les vend, mais elle sait que dans 3 mois, elle doit les rendre. Donc pour que Société Générale fasse de l'argent, elle doit les racheter dans le marché moins cher que ce qu'elle ne les a vendus. Et ensuite, elle les rend à AXA. AXA n'en a rien à faire puisque de toute façon, AXA aurait gardé Peugeot pour les 15 prochaines années. Et en plus, il a une rémunération supplémentaire. Mais c'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Et donc, les gens sur GameStop ont dit bah, ce qu'on va faire, on va mettre la pression sur ces hedge funds qu'on vendu à découvert. Puisque je vous rappelle que les hedge funds doivent racheter. Hein. Et donc, ils ont acheté en masse, mais en masse 500, 1000 euros, 1000 dollars, 2000 dollars. Mais ça sur des milliers de comptes. Donc, ça a fait monter l'action et il y a eu ce qu'on appelle un short squeeze. C'est-à-dire que les hedge funds, ils ont commencé à avoir des pertes.
Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un professionnel? Vous ne pouvez pas laisser vos pertes comme ça. Donc, ils ont dû à un moment donné se racheter. Je vous rappelle qu'ils doivent rendre les titres à un moment donné. Donc, ils sont rachetés. Se rachetant, ils ont encore fait monter les titres encore plus, faisant encore plus de rachats. Et donc là, on a eu des cours qui sont montés au plafond. Ils ont fait ça sur plusieurs titres. Ils ont même fait ça sur l'argent, faisant monter l'argent, l'argent métal, hein, de 15% sur une journée. Donc, c'est vraiment… Je dirais que c'est quelque chose qui fait que le marché n'est pas très sain en ce moment quand on a des YouTubers qui se targuent d'avoir mis la pâtée au hedge fund, parce que c'est comme ça qu'ils parlent. Donc, il y a quelque chose… Alors, on peut dire que c'est plutôt sain, hein. Enfin sain, non, c'est pas sain. Mais en tous les cas, on peut se dire bah, bien fait pour les hedge funds. Je suis pas loin de le penser, hein, franchement. Mais ça fait que le marché est quand même instable. Deuxième alerte. Ici, vous voyez, alors on va regarder surtout le graphique du haut. Vous voyez ici, en noir, c'est le nombre de cadres dirigeants d'entreprises sur le S&P 500, donc les actions américaines, qui vendent leurs titres. Donc, qui vendent leurs titres de la société. Donc, c'est par exemple un dirigeant, un cadre dirigeant de Microsoft qui vend ses actions Microsoft. Ils sont obligés de dire quand ils le vendent. Donc, on peut avoir un rapport pour voir qui vend et qui achète. On est au plus haut depuis 25 ans sur les ventes. Ça veut quand même dire qu'à un moment donné, ils pensent que les actions de leur société sont correctement valorisées. Sinon, vous ne vendez pas. Donc ça aussi, c'est un signal d'alerte. Dernier signal d'alerte. Regardez ce qu'il y a en bleu ici. C'est la valorisation des actions émises sur le marché de sociétés non rentables. Donc, c'est ce qu'on appelle une IPO, c'est une introduction en bourse. Donc, admettons, vous avez une introduction en bourse d'une société qui n'est pas rentable. Ça, normalement, ça n'arrive pas, puisque vous introduisez en bourse quand la société commence à être rentable. Mais c'est ce qui est passé sur Uber. Uber n'est pas rentable, ne pense pas être rentable avant des années, a été introduit en bourse et vaut des dizaines de milliards. On est bien au-dessus de ce qu'on a connu en 2000. Et regardez, surtout, la tendance, c'est une chose, mais regardez l'accélération qu'il y a eu. Donc ça, c'est des petits drapeaux rouges qui nous font dire le marché n'est pas très sain, il faut faire attention. Donc les risques, si je résume, il y a le coronavirus et les vaccins. Sur le délai de vaccin, que ça met du temps. Voilà. Le Brexit, on n'en parle plus, mais le Brexit est bien là. La montée de la dette, ça c'est à moyen terme, mais oui, il y a un problème de dette aujourd'hui dans le monde. La dette a cru de manière exponentielle ces dernières années. Et je ne parle pas que du Brexit, que du coronavirus. C'était déjà avant et ça s'est accéléré. Mais bon, tout le monde s'en fiche pour l'instant. Tant que les taux ne montent pas, regardez la France. La France, elle emprunte à moins 0,30. Plus elle emprunte, plus on gagne de l'argent. Pour l'instant. Si les taux montent, on a un problème. Les valorisations qui, comme je vous l'ai dit, sont quand même tendues. La complaisance du marché, c'est-à-dire le marché est assez consensuel aujourd'hui, tout le monde va dans le même sens et tout le monde est globalement positif. Et finalement, les bonnes nouvelles économiques. Là aussi, vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Eh bien oui, de trop bonnes nouvelles économiques pourraient mettre plus d'inflation et aussi de trop bonnes nouvelles économiques, c'est les banques centrales qui vont fermer le robinet à liquidité puisque leur job est fait et nos gouvernements vont nous dire, bon, la fête, c'est fini, et on va maintenant revenir à l'austérité. Et donc ça, ce serait pas bon pour les marchés. Donc finalement, de trop bonnes nouvelles économiques pourraient engendrer une baisse des marchés. Alors, quelles sont les recommandations avec tout ça? On est globalement positif, hein, parce qu'on a une montagne de liquidités, des taux à zéro, donc il faut bien s'investir quelque part et plutôt sur les actifs risqués. Et on a finalement le vaccin qui est en train d'arriver, des vaccins qui se multiplient, donc c'est plutôt positif. En action, on est plutôt émergent, et notamment Asie, puisque l'Asie n'a plus de crise sanitaire. On est à dire, faites un peu plus de value parce que c'est pas cher, mais attention, il faut garder les gagnants de demain. Les gagnants de demain, c'est le digital et la santé, mais chaque arbitrage, on va un peu prendre des profits pour revenir sur du plus cyclique et du plus value. L'environnement, je ne reviens pas dessus. On pense que c'est vraiment des choses positives. Et les petites capitalisations. Donc, 4 thématiques qui nous semblent intéressantes. Petite capi, environnement, marché émergent et un peu plus de value. Obligations d'entreprise, circuler, il n'y a plus rien à voir. Obligations, on pense qu'il y a de l'intérêt dans les émergents. Et enfin, matières premières, on est toujours positif sur l'or et les mines d'or. Est-ce qu'il y a… Je vais y venir ensuite justement au profil qu'on fait pour Montaigne Patrimoine, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et que vous voyez concrètement
la cohérence entre les préconisations qui ont été faites ici et les profils. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là sur la macro, sur les valorisations? Louis, est-ce que vous avez reçu peut-être des textos? Non, je n'ai pas reçu de questions. Moi, j'en profiterai aussi pour donner l'apparition de nouveaux modèles qu'on appelle les SPAC, qui sont tout à fait révélateurs des questions de liquidité. Les SPAC sont des véhicules, alors pour l'instant, vous pouvez préparer vos questions, sont des véhicules que l'on cote, sont des enveloppes vides que l'on cote sur les marchés. Et elles ont une obligation de mémoire dans les 2 ans de pouvoir acquérir un projet qui correspond à ce que l'on a mis comme thème dans le SPAC. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des enveloppes vides qui ont plusieurs milliards de dollars quelquefois, et même en Europe quelques milliards d'euros. Et ces SPAC-là, donc, sont là, sont capitalisés et cherchent absolument des entreprises dans lesquelles investir. Ce qui va dans le sens de rentrer en bourse, finalement de coter en bourse, des entreprises qui sont déficitaires. Les SPAC achètent quasiment jamais des entreprises qui sont bénéficiaires. C'est aussi Et un des effets. Oui. alors effectivement, ça c'est effectivement très intéressant. Donc aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un venait vous voir et vous dites, bon, vous me faites confiance, je vais faire un véhicule, je ne sais pas encore sur quoi je vais investir, mais donnez-moi de l'argent et puis ça va bien se passer. Et en fait, alors c'est des gens de renom, hein, attention, hein, n'importe qui ne peut pas ouvrir un SPAC. Et alors, je vais vous dire, je ne veux pas non plus vous faire peur parce que, qu'on soit clair, hein, on est raisonnablement positif sur les marchés, justement parce qu'à cause des liquidités et comment dire, des taux à zéro. Mais vous l'avez compris, on a quand même le doigt sur la gâchette. Alors, j'ai des lectures un petit peu bizarres l'été, mais je lisais l'été dernier un livre sur la crise de 1929. Les SPAC, c'est du copier-coller de structures qu'on a eues dans les années de 25 à 29. C'est vraiment, c'était une frénésie à l'époque. On faisait des coquilles vides. Enfin, c'était exactement la même chose. Ça ne s'appelait pas les SPAC. Et donc, ça, c'est vraiment caractéristique de ce qu'on a connu à la fin des années 20. Mais bon, Bon, pour je l'instant, vais on vous n'a faire pas peur parce que de je vous parle de questions. 99-2000, je vous parle de 1929. Vous allez dire, oula, faut fuir. Mais en fait, Et pour comprendre, voilà. Et puis pour comprendre ce que c'est que le short, ben, vous avez un film qui est passionnant qui s'appelle The Big Short. The Big Short, et c'est un film qui parle de la crise des subprimes de 2008. Donc on n'est pas dans cette thématique-là, mais il est très intéressant parce que dans ce film, on vous explique ce que c'est que tout un tas d'outils financiers. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui le font. Et voilà, vous pouvez utiliser, si vous êtes abonné à Amazon Prime, en ce moment, le The Big Short est gratuit sur Amazon Prime. Nous avons une question de. et alors moi, pour les lecteurs, je vous conseille encore plus parce que tout ça vient d'un auteur qui s'appelle Michael Lewis et qui est un très bon romancier, qui est un ancien acteur qui était sur les marchés financiers, qui s'est mis romancier. Donc, il a écrit The Big Short. Il a aussi écrit Flash Boys. Donc, ça se lit vraiment comme des romans. Et j'ai lu le livre, j'ai vu les films. Franchement, le livre est mieux. Donc, pour ceux qui aiment la lecture, Michael Lewis, très bon auteur. Question de Patrick, qu'en est-il de l'aéronautique? Alors l'aéronautique, c'est très intéressant parce que l'aéronautique était une valeur de croissance. Airbus était une valeur de croissance avant le coronavirus. C'est effondré avec le coronavirus, c'est devenu une valeur dite value. Donc aujourd'hui, l'aéronautique, ça reste relativement, enfin c'est cyclique, mais c'est le cycle de l'aéronautique, c'est-à-dire qu'il a un cycle propre. Aujourd'hui, on n'attend pas de retour à une normalisation sur les vols avant 2023. Même si en Chine, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire qu'on est revenu vraiment au niveau de 2019, voire on est en train de le dépasser. Donc l'aéronautique, enfin, je dis l'aéronautique, mais vous le savez, c'est forcément lié à la croissance des voyages et à la croissance de tout ce qui est tourisme, enfin pas que tourisme, hein, mais déplacement en avion. Donc, on n'attend pas de retour à la normale avant 2023, mais Airbus avait un carnet de commandes qui était très étoffé. Après, je ne peux pas vous répondre plus que ça, puisque chez EOS Allocation, vous l'avez compris, on va travailler sur vraiment les grandes classes d'actifs, mais on ne va pas être des spécialistes des valeurs. Donc, je peux vous parler en fait des actions européennes, des actions américaines, des obligations émergentes. En revanche, je ne rentrerai pas sur des titres spécifiques comme Airbus. Enfin, j'y suis un peu rentré, hein, je vous ai donné des éléments de réponse, mais je n'irai pas plus loin. La seule compagnie française aujourd'hui qui gagne de l'argent c'est Air Caraïbes et sa filiale low cost.
Ce qui est d'ailleurs depuis, enfin, c'est surtout c'était cet hiver, quand les vols en plus repartirent pour les Antilles et la Réunion. Bien, Mm. écoute, on va passer sur les profils, hein, du coup, Ouais, hein, Pierre. ouais. Alors peut-être, Louis, est-ce que vous voulez dire un mot sur notre partenariat ou je le fais justement pour expliquer les profils? Bah, en tout cas, l'idée, c'est de trouver une solution qui nous permette d'avoir des profils équivalents avec les contraintes de chaque contrat d'assurance vie, puisque nous ne vendons pas que, nous ne sommes pas agents, nous n'avons pas des contrats que dans une compagnie, on a des contrats dans différentes compagnies, et donc il nous tenait à cœur de trouver une solution où on ait des profils de risque qui soient équilibrés, que l'on soit chez Aviva, AGAS, Cardiff, AXA ou Sélection 18-18. Donc c'était la solution EOS Allocation qui nous permet, par rapport à un profil donné, et avec la contrainte des fonds qui sont présents dans les contrats de chaque compagnie, d'aller trouver des profils qui correspondent à chacun. Et donc justement, donc nous, ce qu'on construit, nous sommes allocataires d'actifs et sélectionneurs de fonds. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que par rapport à un profil de risque, prudent, équilibre, dynamique, on va sélectionner des classes d'actifs, actions européennes value, environnement, voilà. Et derrière, par rapport à cette sélection de classes d'actifs, on va sélectionner des fonds, donc des fonds d'investissement qui vont répondre à cette thématique. Et ça va être différent selon que vous avez un contrat chez AXA, chez Generali, chez Cardiff, voilà. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était la cohérence entre le discours que vous pouvez avoir ici et derrière ce que vous allez pouvoir retrouver dans votre portefeuille. Donc aujourd'hui, pour justement un profil défensif, vous allez avoir à peu près la moitié de fonds euros, c'est ce que je vous mets ici. Vous allez retrouver 35% de fonds dits d'allocation d'actifs, c'est-à-dire des fonds qui eux-mêmes font une allocation d'actifs à l'intérieur. Vous allez trouver de la gestion alternative, c'est-à-dire de la recherche de performance absolue, des fonds qui peuvent, enfin qui ont la possibilité, en tous les cas c'est leur objectif, de performer quelles que soient les conditions de marché. Vous allez retrouver des actions européennes et plutôt du type value, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur les actions plutôt cycliques et value, et des fonds obligations internationales pour avoir un peu d'obligataire, mais vous voyez que même dans un profil défensif, on a très peu d'obligataires. Aujourd'hui, on trouve que l'obligataire hors les obligations dont je vous ai parlé, donc plutôt émergent et plutôt bancaire, bah en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que vous avez une espérance de rendement qui est proche de zéro. Et en revanche, si ça tangue, s'il y a des défauts, vous allez perdre de l'argent. Donc, on évite. Alors maintenant, quel fonds ça peut être? Parce que des fois, vous avez votre relevé et vous dites, mais oui, mais ce fonds-là, il ne me dit rien du tout. Et donc, regardez, en action Europe Value, alors tout ça dépend, ce sont des exemples et ça dépend vraiment de l'assureur chez qui vous êtes. Mais par exemple, sur des actions Europe Value, vous pouvez retrouver Tricolore Rendement. Vous pouvez trouver aussi une société allemande qui s'appelle MainFirst Top European Ideas, qui est E-Value et petite capitalisation. Vous allez retrouver dans l'allocation d'actifs des dynamiques émergents. Vous avez Aviva Flexible Émergent ou Carmignac Emerging Patrimoine qui font et des obligations et des actions émergentes. Donc ça répond, ça coche 2 cases chez nous. Allocation d'actifs dynamiques Europe, vous avez Keren Patrimoine et Erco Conviction Club. Sur l'action d'actifs dynamiques internationales, donc ça veut dire des gérants qui font de l'allocation d'actifs, mais plutôt dynamique. Vous allez avoir Erco Valor, Nordea Stable Return, Tikeo Income Cross Asset, Varenne Valeur. Alors avec des niveaux, attention, hein, des niveaux de risque qui ne sont pas les mêmes. Hein. Par exemple, Nordea est beaucoup moins risqué que Erco Valor, mais ils sont quand même considérés dans une catégorie dynamique. La gestion alternative, donc la performance absolue, c'est BNY Mellon Global Real Return, donc un fonds qui va essayer, qui va investir un peu partout avec un objectif à la fin de l'année d'avoir un rendement positif, même si l'année n'est pas bonne. Et c'est plutôt un fonds qu'il a réussi par le passé. Vous avez ensuite sur les obligations diversifiées internationales, alors ce n'est pas des fonds classiques, puisqu'en fait, vous avez Jupiter Dynamic Bond et MNG Global Macro Bond. C'est vraiment des fonds qui vont essayer de trouver de la performance obligataire là où elle se trouve, donc qui vont être très diversifiés. Et vous avez le Carmignac Unconstrained Credit. Donc, bien entendu, les gérants ont toujours beaucoup de créativité pour trouver des noms compliqués à dire. Et donc, celui-là, il va être sur le spectre obligataire, mais uniquement sur les obligations d'entreprise. Ça, un fonds. Alors attention, c'est risqué. Hein, c'est un fonds qui a perdu 15% en mars. Par contre, il finit l'année à plus 10. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Parce que perdre sur une période donnée, c'est une chose, mais c'est en combien de temps je retrouve mon argent. Si vous retrouvez votre argent au bout de 6 mois, ouais, finalement, le moins 15, il ne vous a pas fait trop mal. Sauf si vous avez coupé, bien entendu.
Maintenant, sur de l'équilibre, donc la même chose, mais un profil de risque supplémentaire, bah, vous allez retrouver également ce qu'on a vu ensemble. Donc 37% de fonds euros, des actions, bah, là vous allez trouver des actions plutôt des actions de type croissance, des actions value, donc plus de value que de croissance, et des actions émergentes. Ensuite, vous allez retrouver des obligations diversifiées internationales et pays émergents. D'accord? Donc c'est 13% certes, mais en fait, c'est vraiment sur des choses très spécifiques. Vous allez retrouver aussi des métaux précieux avec les mines d'or, des foncières cotées. Alors ça, c'est notre gros point d'interrogation en ce moment. Les foncières cotées pourraient sortir de nos allocations. Elles sont sorties de nos allocations dynamiques, mais pas encore de nos allocations équilibre. Parce que, attention, ça ne veut pas dire si un fonds sort d'une allocation, il peut rester dans une autre. Ce n'est pas que le fonds est mauvais. C'est une construction de portefeuille. Pensez bien, ici, on ne vous fait pas un best-of de fonds qu'on trouve bien. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour se planter. On fait une vraie allocation d'actifs. Vous avez aussi du défensif international. Et je rajouterai également, dans certains profils, vous avez également des actions liées à l'environnement. Alors, justement, ça va être quoi? Et voilà les fonds que vous allez pouvoir retrouver. Donc, en action émergente, vous avez GEM Equity, un fonds qui a très, très bonne performance. Pour vous dire, il a fait 20% l'an dernier. Il est déjà à plus 11 cette année. Alors, encore une fois, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais vraiment, les marchés émergents, si je prends 2020 et 2021, ils devraient être à plus 7 ou plus 8. Là, on est déjà à plus 30 sur le fonds. Donc, c'est la surperformance qui compte. On a aussi des actions émergentes sur les petites capis avec le JP Morgan Small Caps. Action Europe Value, on va retrouver le MindFirst que je vous ai dit et Invesco Euro Equity. Vous avez aussi les actions thématiques, les actions liées à l'environnement. Vous avez Mirova Europe Environnement, qui est le fonds qu'on a le plus globalement dans les profils. Mais vous avez aussi Ecofi Enjeux Futurs, Pictet Water, donc sur la thématique de l'eau, qui nous paraît intéressante. Voilà, je vais pas tous les faire parce que ce serait long, mais voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver. On voulait mettre, en fait, des fois, je vous l'accorde, des fois, quand on reçoit un relevé de son assureur, de se dire, bah, tiens, je ne sais pas bien à quoi ça correspond. On voulait mettre, en fait, par rapport aux noms que vous pouvez retrouver, les thématiques qui sont derrière. Voilà, en termes de timing, on est à 50 minutes. Hein, on avait dit qu'on finirait par là, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Bien entendu, je prends les questions s'il y en a d'autres. N'hésitez pas, mais en tous les cas, je suis arrivé à la fin de mon exposé. Donc, raisonnablement optimiste, mais conscient du fait que on a l'inflation qui est à regarder quand même de près. Donc, et puis, effectivement, l'or a eu notamment les minières aurifères ont eu un premier parcours, première partie d'année qui était assez bonne, jusqu'en juillet à peu près pour le plus haut. Après, ça a un petit peu corrigé. Mais on va dire qu'on avait été habitué à manquer de visibilité. Bon, là, c'est pire. On doit gérer quand même des choses assez exceptionnelles. Voilà, tout ceci pour vous laisser le temps de formuler une ou deux questions. Vous avez été assez attentif, voire même très attentif. Est-ce que cela vous a donné envie de poser quelques questions? Alors, oui, Bernard, lève la main. Est-ce que vous, Bernard, vous voulez que je vous mette le micro, j'active le son, Bernard, comme ça, si vous voulez poser la question. Allez-y, on vous écoute. Bernard, vous avez la parole si jamais vous voulez parler. Autrement, vous pouvez écrire la question. Bon. Oui? Non. Bon, bah, écoutez, pourtant, je vais ouvrir le micro. Il suffit qu'il n'y ait pas de micro à l'ordinateur. Bon. Donc, je désactive le son. Si vous voulez écrire la question, vous me l'envoyez par SMS, il n'y a pas de souci. Y a-t-il une autre, quelqu'un qui veut poser une question? Je regarde, pour l'instant non plus. Le secteur. Donc, profil dynamique, je ne l'ai pas traité. C'était pour pas être trop redondant. Donc, juste sur le profil dynamique, je peux vous en parler sans qu'il y ait le graphique. Donc là, on a assez peu de fonds euros. On n'a que 10% de fonds euros. Aujourd'hui, on est à peu près à entre 65 et 70% d'actions. Et vous allez retrouver, évidemment, mais poussé de manière plus de prise de risque, ce dont j'ai parlé. Donc, à savoir des émergents que vous allez retrouver sur la partie action, mais aussi sur la partie obligataire.
vous allez retrouver plus de petites capitalisations, ça c'est plus poussé, donc vraiment des petites capitalisations, voire des très petites capitalisations, un peu plus de value et un peu plus d'environnement. Donc logique, mais après, attention, on a aussi par exemple un fonds sur la digitalisation de l'économie. On ne dit pas de tout enlever, hein. On dit juste prendre des profits pour aller un peu plus vers du value. Parce que, qu'on soit clair, le value est cyclique. Si les vaccins mettent plus de temps et que finalement on a une croissance qui est pas assez bonne, mais le value, c'est mort, hein. Donc, faut surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'en profite. Un avis sur les crypto-monnaies, Pierre? Bon. Alors, sur les crypto-monnaies, non, je souris parce que j'ai un pari avec mon stagiaire qui est à côté, qui m'a parié qu'à la fin de l'année, le Bitcoin serait à 100 000 dollars et je lui ai parlé de lui doubler ses indemnités de stage s'il avait raison. Non, alors sur les crypto-monnaies, je dirais que quelque part, si on pense que l'or a de l'avenir, les crypto-monnaies aussi. C'est-à-dire que si on pense qu'il y a une défiance sur la monnaie en général parce que justement les banques centrales ont énormément fait on fait marcher la planche à billets globalement, eh bien, on va aller plus vers ce qui pourrait être une monnaie alternative et une monnaie finie, donc l'or, mais aussi les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies, bah, c'est pas la banque, il n'y a pas une banque centrale qui décide j'en fais 10 fois plus. Vous pouvez pas parce que le système du mining fait que c'est limité. Donc ça a de l'intérêt. En revanche, je suis incapable de vous dire si un Bitcoin doit valoir 100 dollars, 1000 dollars, 10 000 dollars ou 100 000 dollars. Parce qu'il y a un facteur spéculation qui est extrêmement important. Et donc, pour moi, on est en bulle, enfin, clairement. Est-ce que ça va avoir un intérêt économique et financier dans l'avenir? Oui. Mais ça, c'est différent de combien ça vaut. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, vu la volatilité des crypto-monnaies, ça ne peut pas être encore une monnaie de référence parce que c'est beaucoup trop volatile. Deuxièmement, quand on voit que sur un tweet, Elon Musk peut faire monter toutes les crypto-monnaies de 15%, il y a quand même un souci. Juste pour donner un petit éclairage là-dessus, mais c'est pas, on est hors sujet. Si on met en allocation d'actifs 1% des fortunes mondiales sur le Bitcoin, c'est-à-dire si les grands allocataires d'actifs disent il faut 1% dans les portefeuilles, ben, ça met la crypto à 50 000 euros, à 50 000 dollars, pardon, 50 000 dollars. On n'est pas loin. Et c'est ce qu'on avait dit en juin l'année dernière dans un webinaire. Si ça valait voilà. Et si on est à 2% des portefeuilles, ben c'est 100 000 dollars. Je rejoins quand même, sur la volatilité. On a une question de Julien. La différence entre les crises de 29 ou 99. Ah, mais Julien, je peux peut-être vous donner le. Vous voulez la commenter votre question, Julien, ou non, non, vous l'avez Excellente dit. question, d'ailleurs, je me tarde d'y répondre. Voilà. Bon, après, J'y réponds? Julien a passé 10 ans en société de gestion, donc peut-être que. Non, alors c'est tout à fait vrai. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, la question c'est la différence entre 29 et 99, c'est que maintenant on a les banques centrales. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, c'est que le point majeur, c'est que les taux sont à zéro. Donc les taux sont à zéro, c'est vraiment l'activité des banques centrales. Donc oui, l'énorme différence, c'est que les banques centrales sont là. Les banques centrales ne seraient pas là, il n'y aurait pas autant de liquidités, les taux ne seraient pas à zéro. Mon discours serait complètement différent et je pense qu'on serait beaucoup plus bas en termes d'action. Est-ce que maintenant, elles peuvent revenir à leur rôle de base? Mais personne ne le sait. C'est-à-dire que aujourd'hui, les banques centrales ont mis tellement, enfin, pour vous donner un ordre d'idée, si j'additionne le bilan des banques centrales, c'est-à-dire la Fédérale Réserve américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque de Chine et la Bank of England, c'était en 2007 moins de 4 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est 22 000 milliards de dollars. On a mis globalement 20 000 milliards de dollars sur le tapis. Le PIB mondial, c'est 85 000 milliards de dollars. Donc, c'est pour vous dire l'énormité de la chose. Si elles devaient revenir dans leur rôle primaire, on devrait éponger cette liquidité. On ne sait pas comment on va le faire. Concrètement, ça n'a jamais été fait dans l'histoire économique, ce qu'ont fait les banques centrales. Et donc, c'est un peu le problème, c'est que ce n'est pas le scénario catastrophe, ce que je vais développer, mais la question de Julien est très intéressante, c'est que, admettons, les banques centrales commencent à dire, bon, maintenant on arrête et on va réduire la taille du bilan. Elles l'ont déjà fait en 2015, c'était le taper tantrum.
ça a fait baisser les marchés, notamment les émergents, assez fortement. Et du coup, derrière, ben, elles sont obligées de réparer et donc elles remettent encore plus. Donc, est-ce qu'elles vont réellement arriver à faire baisser les liquidités? C'est très compliqué, mais c'est extrêmement intéressant. Et pour moi, ce sera la prochaine crise. Mais quelque part, les banques centrales sont un peu le pompier pyromane. Enfin, là, je vais m'arrêter parce que je pourrais continuer pendant longtemps, mais si vous réfléchissez, qu'est-ce qu'a fait Alan Greenspan? Donc, Alan Greenspan, c'était le président de la Réserve fédérale il a été tellement longtemps, je dirais 90 à 2003 ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Est arrivé l'éclatement de la bulle Internet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis énormément de liquidités et il a baissé fortement le crédit et facilité le crédit à tout le monde. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé la crise des subprimes. Derrière, pour qu'il n'y ait plus de crise des subprimes, on a extrêmement endetté les États qui ont fait ce qu'on appelle des bailouts, c'est-à-dire qu'ils ont financé les entreprises, ils sont extrêmement endettés. Derrière, on a la crise de la dette européenne. Parce que quelque part, c'est aussi parce que les États européens sont extrêmement endettés. Ensuite, on a on a la crise de la dette européenne. Et là, on a cette crise du Covid avec encore des banques centrales qui ont joué le rôle de pompier. Mais heureusement, hein, enfin, je ne les critique pas parce que si elles n'avaient pas été là, ça aurait été catastrophique. Mais il est certain que le remède fonctionne, mais à un moment donné, c'est le remède qui est la prochaine crise. La grande question pour nous, chez Hauss Allocation, allocataires d'actifs, c'est OK, mais la prochaine crise, elle est quand? Elle est dans 2 mois ou elle est dans 2 ans? Ça fait toute la différence.